comme écologue, je pense que c'est important qu'on définisse ce qu'est un écologue et ce qu'est l'écologie scientifique. L'écologie scientifique, c'est l'étude des interactions entre le vivant, mais aussi entre le vivant au sens large, humain et non humain, avec son environnement, et son environnement qui peut être aussi non vivant. Voilà. Donc, ça va être, pour nos interventions, le point de vue des sciences du vivant. Et en tant qu'écologue, qui sommes intéressés depuis plusieurs années en marche de nos recherches académiques, mais aussi de nos enseignements aux relations que nous entretenons au sens large avec le reste du vivant, que nous avons prévu d'intervenir. Alors, il est question cet après-midi, dans le cadre des discussions, d'économie, d'écologie, aussi des apports de la bioéconomie, de Nicolas Georgescu-Roegen, et du concept d'anthropocène. Alors, sur la question de la bioéconomie, comme l'a présenté Bernard Stiegler, j'ai été invitée à intervenir dans un colloque, dans une journée qui était consacrée à la bioéconomie. Et c'est donc en néophyte de ces questions, en tant qu'écologue, que je suis ici, et je crois dire que c'est un peu la même chose pour mon collègue François Sarrazin. Mais cependant, sans trop me tromper, je peux avancer que l'économie dominante aujourd'hui, à mon avis, à notre avis, continue de nier son interaction avec l'environnement, ou à minima, et on y reviendra, s'intéresse au vivant uniquement selon le prisme constant de son appropriation, voire de son industrialisation dans la vision moderne de la bioéconomie, auquel je reviendrai. Et en tout cas, dans les différentes manières de définir la bioéconomie, mais surtout les plus récentes, et je pense que j'insisterai là-dessus, le vivant nous apparaît considéré selon une vision anthropocentrée, c'est-à-dire instrumentalisée. Vision que nous vous inviterons à dépasser dans la deuxième partie de notre intervention. Alors, en plus de ça, c'est récemment développé le concept d'anthropocène, dont il a été question et rappelé la définition tout à l'heure, bien que ce soit un concept qui soit paru dans les années 2000 par une publi d'un autre prix Nobel, cette fois-ci de chimie, Paul Crutzen, dans une publication de la revue Nature. Alors, cette nouvelle ère géologique, ça a été dit, témoigne que pour la première fois dans l'histoire de la Terre, nous autres humains façonnons significativement la composition des éléments vivants et non vivants de la Terre. Et quand on a parlé de bombe atomique, sachez que ce qui, en gros, nous définit dans cette ère géologique, c'est les traces de cette bombe atomique, ce qui laisse un peu à réfléchir. Alors, nous avons choisi d'organiser nos deux interventions qui vont se suivre dans cet esprit. Dans un premier temps, je reviendrai sur les conceptions nouvelles de la bioéconomie, pour lesquelles j'ai été pas mal confrontée dans mon intervention au Festival du Vivant, et qui m'a permis de voir que ça n'a rien à voir avec la bioéconomie de Nicolas Georgescu-Roegen, et ce qui pose un gros problème, donc ceci avec mon regard d'écologue. Dans un deuxième temps, François Sarrazin interviendra cette fois-ci pour vous présenter une approche que nous avons développée récemment pour les relations qui concerne les relations des humains avec le reste du vivant et qui conduit à envisager un possible dépassement de l'anthropocène. Et il sera abordé, je pense que François l'abordera, une vision de ce que pourrait être la bioéconomie par le prisme de cette approche. Alors, pour aborder la bioéconomie, je démarrerai mon propos sur la bioéconomie nouvelle génération, celle que Franck-Dominique Vivien nomme deuxième bioéconomie, celle des biotechnologies, et troisième bioéconomie ou nouvelle économie du carbone. Alors, ces deux bioéconomies, si je puis dire, sont présentes dans les visions contemporaines de la bioéconomie, qui sont portées par la France, d'une part, et l'OCDE, d'autre part. Alors, la France, dans l'élaboration de la stratégie nationale pour la bioéconomie, définit cette bioéconomie comme, ouvrez guillemets, le rassemblement des activités de production et de transformation des bioressources pour la production durable des biens alimentaires, de molécules, de matériaux, d'énergie et de services écosystémiques.
Alors, je reviens sur deux termes de cette définition, production durable et service écosystémique. Alors, dans un premier temps, ce qui est important ici de noter, c'est que cette définition englobe l'exploitation de la biomasse à des fins de production de carbone biosourcé, en vue de substituer le carbone fossile, c'est-à-dire afin de substituer ces ressources fossiles par de la biomasse. Mais aussi dans l'objectif, et en tant qu'écologue, ça nous interpelle en premier lieu, de transformer la nature en usine au service de l'homme, sans qu'il soit explicitement avancé que cela passe dans cette définition par le développement des biotechnologies. C'est un terme qui n'est pas abordé, mais qui est sous-jacent. On peut lire aussi dans la brochure du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, dans une édition de mars 2016, intitulée « Construire une stratégie nationale pour la bioéconomie », que cette stratégie s'appuie sur des principes clés, dont celui de la mobilisation optimale des bioressources, mais il est rajouté sans mettre en danger les conditions de production des systèmes, ceci faisant écho au terme de production durable dans la définition qui a été donnée tout à l'heure. L'autre terme qui me paraît important et qui sera repris par François dans son intervention, c'est la notion de service écosystémique. Alors je ne sais pas si dans l'assistante c'est quelque chose qui vous parle, mais en gros, pour définir ça très rapidement, ce sont les bénéfices que les humains retirent de la biodiversité, du vivant. Et donc ça fait référence à un concept de base qui est une vision tout à fait anthropocentrée, utilitariste de la nature, qui a été largement développée et mis en avant par un ouvrage qui s'appelle le Millennium Ecosystem Assessment en 2005, qui est produit en grande partie par des écologues, on peut le dire, et qui est une évaluation des écosystèmes pour le millénaire, et des économistes. Et bon, c'est une expertise qui a réuni des milliers de chercheurs, et ici le focus était de dire d'une certaine manière un moyen de conserver, préserver de la biodiversité, c'est de lui montrer qu'elle a un intérêt pour l'humain. Alors on reviendra sur cette définition et cette vision anthropocentrée. Alors cette fois-ci, la vision de la bioéconomie par l'OCDE est de manière très explicite axée sur les biotechnologies, que celles-ci soient vertes. Alors c'est les biotechnologies qu'on connaît un petit peu plus, celle de la production primaire en agriculture. Rouge, c'est l'application à la santé. Blanche, l'application à l'industrie. Et selon l'OCDE, la bioéconomie à l'horizon 2030, c'est l'ensemble de ces nouveaux modes de production, de manières de consommer, de styles de vie qu'entraînera le développement des biotechnologies. Alors, il n'est pas question du tout clairement, dans ces deux manières d'appréhender la bioéconomie, de revisiter l'économie d'une certaine manière. Ce n'est pas du tout une autre manière d'envisager l'économie, mais d'utiliser le vivant ou les services fournis par le vivant comme une nouvelle ressource économique. Alors, il y a eu des réflexions et des alertes, notamment Dominique Dron, dans Réalité industrielle en 2013, alertait sur un des dangers qui serait de ne voir la bioéconomie que comme une mobilisation des ressources du vivant et s'y précipiter, elle dit, en ayant une vision réductrice et en conservant les raisonnements de l'économie minérale. Parce qu'on est vraiment là-dedans. Elle dit, ceci nous exposerait à de rapides déconvenues, mais encore à des dommages supplémentaires sérieux. Il s'agit, comme on le voit, de définitions qui sont trop réductrices et qui ne se placent pas du tout dans le contexte des approches théoriques de la bioéconomie qui ont été développées par Nicolas Georgescu-Roegen. Alors, je ne suis pas spécialiste de la physique newtonienne, ni de la thermodynamique et du principe d'entropie qui sont mobilisés dans cette théorie, mais je retiens surtout de cette théorie que c'est l'une des premières à avoir voulu repenser l'économie pour permettre son insertion dans la biosphère, c'est-à-dire l'ensemble du vivant. Et pour René Passet, la bioéconomie n'est pas une branche de l'économie, c'est une manière profonde de repenser l'économie. Donc, pour ces deux auteurs, il s'agit de replacer le vivant, et donc la biosphère,
comme support des activités économiques qui sont une des composantes de nos sociétés. En gros, on envisage la biosphère étant cette couche de vivant à la surface de la Terre, comme un système englobant les systèmes sociaux, eux-mêmes englobant les systèmes économiques, une sorte de poupée russe. Vision qui ne correspond pas à la vision actuellement développée sur qu'on appelle celle du développement durable, avec ces trois sphères qui sont séparées, sphère de l'environnement, de l'économie, du social, avec une zone bien sûr de chevauchement, mais c'est une vision complètement différente. Et en tant qu'écologue, on est beaucoup plus proche de la vision englobante qui est celle de ces économistes. Alors, Nicolas Josescu-Rogen souligne aussi et énonce que notre surcroissance économique, on a parlé d'entropie, d'entropie tout à l'heure, dépasse largement la capacité de charge de la Terre. Et là, on retrouve aussi une analogie avec ce qui se développe en écologie scientifique, notamment sur la dynamique des populations animales, végétales bien sûr, et leur dynamique qui, justement, est plafonnée à cette fameuse capacité de charge. On est aussi assez favorable, et là c'est un autre étage supplémentaire dans la réflexion, sur le fait que cette bioéconomie, ancienne formule, adopte une vision moderne du vivant qui définit, donc René Passet notamment, définit le monde vivant et définit la bioéconomie qui est l'évolution et l'interdépendance de tous les éléments d'un système complexe. C'est ça son vivant. Et cette vision mobilise à la fois les sciences de l'évolution et les sciences écologiques. Et donc le développement économique, dans ce cadre-là, est alors conçu comme le prolongement de l'évolution biologique, ce qui nous paraît assez porteur. Alors, j'ai parlé de bioéconomie. Maintenant, qu'en est-il de nos connaissances sur le vivant? Et est-ce qu'on peut dire qu'on a une conception qui a franchement évolué depuis même très récemment? On peut dire que oui. En fait, nos connaissances sur la dynamique de ce vivant, à tout niveau d'intégration, ces connaissances issues de l'évolution, mais aussi de l'écologie, ont connu de très profondes avancées depuis plusieurs dizaines d'années, et surtout dans ces dernières années par l'acquisition d'un corpus théorique et expérimental important. Et il est de plus en plus évident que ces connaissances doivent nous conduire à beaucoup plus d'humilité vis-à-vis même de notre capacité à gérer le vivant, qui est à la base de la bioéconomie version moderne, de deuxième et troisième génération. Alors, tout ça, ça pourrait faire l'objet d'un développement à part entière, et il y a d'autres auteurs qui définissent ça, donc on ne va pas insister là-dessus, mais simplement pour vous dire que même c'est complètement utopique d'imaginer qu'on puisse gérer le vivant comme ça peut être décrit dans ces nouvelles bioéconomies. Alors j'aimerais revenir dans ce qui suit sur cette vision de la gestion, de l'appropriation du vivant qu'on retrouve dans cette nouvelle bioéconomie, sachant que les innovations biotechnologiques qui sont proposées, qui tirent parti du vivant, visent à façonner d'une certaine manière le vivant à notre main. Et paradoxalement, ça paraît quelque chose de moderne, mais quand on y réfléchit bien, cette vision de notre interaction avec le vivant, cette vision-là, elle ne nous écarte que très peu de la vision de Descartes il y a 400 ans. Ainsi, dans le discours de la méthode, Descartes déclarait que, en parlant de quelques notions touchant à la physique, elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui sont fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on peut trouver une pratique que la connaissance de la force et les actions du feu, de l'air, des astres, des cieux, et de tous les autres corps qui nous environnent aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres,
et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Donc là, on voit que cette vision n'a pas vraiment évolué, sauf que maintenant, on sait que c'est beaucoup plus difficile et même complètement inimaginable. Alors, cette vision purement anthropocentrée de la nature s'accompagne aussi d'une autre vision qui serait que l'impact des technologies produites sur le vivant serait nul, enfin le vivant qui nous entoure, serait nul ou relativement faible. Cette conception, elle a longtemps été partagée jusqu'au milieu du XXe siècle, voire même après. Cependant, la foi en une science comme source de progrès a pourtant connu un frein depuis les recherches scientifiques qui ont conduit à des fins d'extermination à large échelle. Cependant, cette vision l'est de moins en moins dans l'opinion publique. Alors, cette vision de la science comme source de progrès, elle est battue un petit peu en brèche et certains dénoncent et disent que c'est abordé et ça conduit à des comportements irrationnels, de l'anti-science ou à des reculs de connaissances, et que cette vision de la science qui n'est pas vue comme source de progrès est liée à une mauvaise connaissance de cette science. Cependant, quand on s'intéresse aux raisons, et notamment au recul de certains vis-à-vis du développement des biotechnologies, on s'aperçoit, comme Ulrich Beck à l'avancée dans la société du risque, que l'origine de cette critique de la science et de la technique et du scepticisme que l'on a développé à son égard n'est pas du tout à rechercher dans l'irrationalité de ceux qui les critiquent, ni même dans leur méconnaissance scientifique, mais dans l'impuissance, comme le dit Ulrich Beck, de la rationalité scientifico-technique à répondre à l'expansion des menaces et des risques liés à la civilisation. Donc c'est plus une réponse à cette angoisse vis-à-vis d'une autre mauvaise prise en compte des conséquences susceptibles d'être induites par ces progrès scientifiques qui conduit à cette réticence et à ce scepticisme. Alors, les rapports, cette fois-ci, entre la technologie et la nature, j'ai pu le dire tout à l'heure, ont longtemps été considérés comme neutres. Cette idée était principalement basée sur le fait qu'on pensait, et là, c'était une vision assez ancienne, que les écosystèmes qui nous entourent étaient suffisamment stables et résilients pour pouvoir contenir ces perturbations induites par les technologies. Alors, ce que fonde la stabilité des écosystèmes, ce qui fonde cette stabilité, a fait l'objet de nombreux travaux scientifiques, mais nos connaissances sur le fait que la stabilité des écosystèmes, en fait, a pas mal évolué depuis 40 ans, et on sait très bien maintenant que de nombreux écosystèmes ne sont pas du tout à l'équilibre, voire même se définissent par une dynamique qui est complètement une dynamique stochastique. Il y a des articles récents qui mettent en avant ce genre de choses, je ne reviens pas là-dessus. Alors, on voit bien là, et ça va faire le lien avec ce que va vous raconter François, c'est que de plus en plus, des données, des articles scientifiques mettent en avant les impacts négatifs des activités humaines sur le vivant. Ils s'accumulent dans la littérature scientifique et illustrent ce que d'aucuns qualifient d'une certaine manière d'anthropocène. Donc, ce que je propose maintenant, c'est ensuite de laisser François Sarrazin exposer dans un premier temps le niveau de ces impacts sur la biodiversité, mais qui sont à mettre en regard de notre incapacité actuelle à la réduire. Et d'une certaine manière, je peux dire que c'est un peu ce qui a généré chez François et moi la volonté de vouloir essayer de comprendre pourquoi cette incapacité, à quoi était-elle due, est-ce qu'il y avait des moyens de l'analyser pour essayer de trouver des moyens de résoudre cette sorte d'immobilisme.
Et donc, y a-t-il une autre relation possible avec le reste du vivant? Mais aussi, on a parlé de valeur tout à l'heure, quelle valeur mobilise-t-elle? Donc, est-il envisageable de dépasser l'anthropocène décrite, perçue ou dite de plus en plus comme quelque chose d'inéluctable? Donc, je me propose de laisser la parole à la François pour la deuxième partie de l'exposé. Merci beaucoup. Merci à Alain Stigler et aux collaborateurs pour cette invitation. Alors c'est vrai que connaissant mal le format de l'exercice, on a pris le parti de faire cet exposé en 2 temps. Et là, je vais prendre le parti de peut-être redonner quelques éléments de contexte concernant ces enjeux de biodiversité en l'occurrence. Nous sommes écologues et que nous travaillons sur le vivant. Probablement, et j'espère qu'un certain nombre de ces éléments ne seront que des rappels, mais on verra que ça restera centré sur cette notion de perception de ce qu'est l'anthropocène actuellement. Et puis, là, on sera sur des éléments qui sont pour la plupart des éléments de consensus et d'état des lieux de publication, etc., dans la sphère scientifique. Puis on abordera dans un second temps ces perspectives qu'on développe avec Jeanne Lecomte et avec quelques autres collègues, et qui là sont plus des travaux, pour certains déjà publiés, pour d'autres en cours, et qui sont plus soumis justement à hypothèses telles que Bernard l'a évoqué au départ. Donc, juste un élément, on va parler de biodiversité, on va parler de relations, d'interactions homme-nature, homme-biodiversité, humain-non-humain. Nous faisons partie de la biodiversité, nous sommes issus de cette biodiversité, nous sommes une branche de cette biodiversité. Donc il est d'usage souvent d'utiliser le terme de relation ou d'interaction entre homme et biodiversité. On va parler d'humain et de non-humain. La petite différence que je mettrais les plantes, les champignons, les bactéries, etc. dans le non-humain. J'ai une vision très englobante et très exhaustive de ces non-humains, si vous le permettez. Mais c'est juste une question de jargon. Ça a son importance, mais bon, ça pourrait être débattu. Mais dans la suite de ce que je vais raconter, qu'il n'y ait pas d'interrogation sur ce qu'on met derrière les humains et les non-humains. Par ailleurs, on parle d'interaction, de relation entre humains et non-humains, dans ce contexte d'anthropocène ou d'évolution, on va le voir. Jacques Weber, qui était anthropologue et économiste et qui a été à l'interface beaucoup avec les sciences écologiques et les sciences de la nature, avait l'habitude de dire qu'il n'y avait pas de relation homme-nature, il y avait des relations entre hommes à propos de la nature. Et je pense que ce qu'on a fait depuis le début de cette réunion, c'est exactement ça. On discute entre nous, là, il y a des humains autour de cette petite table, et on est en train de parler d'humains, beaucoup, et éventuellement on va parler un petit peu, et Jeanne a commencé à le faire, du reste du monde, mais on ne mobilise pas ces éléments-là de nature autour de nous pour venir discuter avec nous, bien sûr, et on comprend pourquoi. Pour autant, même si on peut être totalement d'accord avec ça, avec le point de vue qu'exposait Jacques Weber, il est clair qu'il y a des interactions physiques, directes, indirectes, entre humains et non-humains, des interactions d'exploitation, de compétition, parfois de contemplation, d'usage, des relations de type utile, nuisible, et parfois même de l'ignorance, qui, de fait, génèrent des types d'interactions voulues ou non voulues. Et par rapport à ça, il est d'usage effectivement de parler actuellement d'une crise d'érosion de cette biodiversité, donc d'une pression forte sur ces non-humains. Donc je vais rappeler quelques éléments un peu quantitatifs de ce qu'on sait actuellement de l'état de cette biodiversité, mais c'est toujours intéressant de les remettre en perspective, notamment quand il va s'agir de parler des échelles de temps, parce que un des éléments dont on a déjà commencé à parler quand on parle de l'anthropocène, c'est cette notion d'ère géologique, d'échelle de temps. On a vu que les discussions sur aujourd'hui le diagnostic de cet anthropocène et la projection de ce qui peut se passer, et quand on l'aborde surtout sous le prisme de l'économie, encore une fois je me place hors, je ne prétends pas être dans le champ de l'économie, mais on sait bien qu'on parle sur des échelles de temps en général courtes ou très courtes, en tout cas à l'échelle au maximum des vies humaines et souvent bien inférieure probablement en termes de prise de décision et de conséquences de ces décisions. Quand on parle du vivant, on n'est pas tout à fait aux mêmes échelles, même si à chaque instant, bien sûr, ces interactions influencent les non-humains. Donc, pour ce qui concerne ces constats, il y a différents types de métriques qui essayent d'évaluer ça. Si on prend ce qui est souvent médiatisé tous les ans, vous entendez parler un peu de l'UICN et des listes rouges de l'UICN qui décrivent l'état de ce qu'on sait des espèces et des menaces qui pèsent sur les espèces à l'échelle mondiale. Donc, à l'heure actuelle, on a décrit à peu près 1 700 000 espèces animales, végétales, champignons, etc.,
globale. On sait que c'est très inférieur à ce qui existe, notamment pour un certain nombre de micro-organismes ou d'organismes de petite taille. On sait qu'il va y avoir probablement encore plusieurs millions d'espèces à décrire, à découvrir, mais on sait que celles-ci disparaissent et pour ça, enfin, on voit leur population s'effondrer, on va en parler, et certaines disparaissent même avant même qu'on ait la capacité de les décrire. Donc sur ce 1 700 000 espèces connues, la connaissance de l'état de conservation de cette biodiversité, en fait, elle porte globalement sur les groupes de taille à peu près visibles et bien identifiés. Sur les vertébrés, on est exhaustif sur les 5000 espèces de mammifères à peu près. Sur les 10 000 espèces d'oiseaux, on connaît leur état de conservation et on est à peu près à un quart des mammifères qui sont considérés comme menacés, c'est-à-dire en très fort déclin et qui ne sont pas éteints, mais qui vont, si on ne fait pas grand-chose, vers l'extinction. On est à peu près à 13% des espèces d'oiseaux à l'échelle mondiale. On est à peu près à 40% des amphibiens, donc les crapauds, grenouilles et autres, qui étaient très mal connus en termes d'état de conservation jusqu'il y a peu et qui sont en train de s'écrouler. Et chez les plantes, par exemple chez les gymnospermes, donc nos conifères, hein, nos arbres de Noël qu'on a tous utilisés il n'y a pas très longtemps, chez ces gymnospermes sauvages en l'occurrence, on est aussi à 40% des espèces qui sont considérées comme menacées. Donc on a des taux d'érosion, là c'est mesuré sur des abondances, sur des taux de déclin de population, sur des distributions spatiales qui sont forts. Un autre indice, alors pour les autres groupes, je vous en ai pas parlé, les insectes, etc., et bien en fait notre connaissance est tellement partielle et tellement ciblée qu'on ne peut pas considérer qu'on ait une vision claire de leur état de conservation à une échelle globale. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont effectivement menacées. Un autre indice qui est sorti, dont vous avez pu entendre parler, qui concerne ce qu'on appelle l'indice planète vivante. Cet indice planète vivante, il est à nouveau basé sur des suivis de vertébrés, donc mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons, et il concerne l'état des abondances de population, donc le nombre d'individus qu'on a dans les populations, de plus de 14 000 populations de ces espèces. Ça concerne 3 000 espèces, donc il y a 3 700 espèces, donc il y a quelques espèces qui sont suivies dans plusieurs populations ici, pour lesquelles on a des données d'abondance depuis 1970 jusqu'à 2012, et en moyenne, ces abondances ont chuté de 58% sur ces 14 000 populations de vertébrés, donc sauvages, hein, encore une fois, on ne parle que de sauvages, ici je parlerai pas de... On en parlera un petit peu, mais je parlerai assez peu d'espèces domestiques. Donc à l'échelle mondiale, on voit ces populations qui sont suivies chuter, s'effondrer à l'échelle ici d'une vie humaine. Hein. Cet effondrement est particulièrement marqué en milieu terrestre, milieu tropical, en milieu d'eau douce, l'eau, lacs, rivières, etc., voient un effondrement de 81% des abondances de ces vertébrés, et également en milieu marin. Alors, quand on revient à ces problèmes d'impact humain et de marqueurs de l'Anthropocène, à côté de ces effondrements, on a aussi une tendance globale à l'homogénéisation de cette biodiversité. C'est-à-dire qu'on a à la fois des effondrements, des pertes locales d'espèces, etc., aujourd'hui, pas forcément un très grand nombre d'extinctions globales d'espèces à l'échelle mondiale. On en a depuis 500 ans documenté un certain nombre, mais on voit surtout cet effondrement en abondance. Et surtout, on retrouve de plus en plus localement certaines espèces qu'on retrouve un petit peu partout, ce qui fait qu'on a un processus aussi, ce qu'on appelle d'homogénéisation biotique, c'est-à-dire que on a, et ça rappelle peut-être certaines choses aussi en termes culturels, etc., on a un peu la même biodiversité partout en quelque sorte. Donc ça fait aussi partie des indices qui caractérisent cet Anthropocène. À l'échelle, cette fois-ci, non plus des espèces, mais des espaces, des écosystèmes, hein, des assemblages d'espèces à grande échelle, eh bien, on constate aussi qu'on a une pression anthropique très forte. On a à peu près un quart de la productivité primaire nette, de la productivité primaire au sens productivité, au sens écologique du terme, hein, on n'est pas dans un terme économique pour le coup, donc de production de biomasse, de bilan de production de biomasse, on a à peu près un quart de ça qui est accaparé par les activités humaines à l'échelle mondiale. On a 50% qui disparaît dans les récoltes, 40% sur les changements d'usage des sols, 7% par les feux. Et autre pression aussi qui apparaît sur les espaces considérés comme peu anthropisés, peu humanisés, les espaces sauvages. Depuis 1990 ou 12, j'ai un doute sur la date, 12, on a perdu 10% encore des surfaces d'espaces sauvages à l'échelle mondiale. Donc là, vous voyez, on est à l'échelle d'une vingtaine d'années. On est sur une instantanéité un petit peu de cette érosion, et 10% de ces surfaces à l'échelle mondiale qui sont
marqué particulièrement, on le sait, en zone tropicale, je pense que vous en êtes tous conscients, mais aussi en Sibérie, dans certaines zones d'Afrique, d'Amérique du Sud, etc. Paradoxalement, en Europe, du fait des changements de politique agricole, etc., on a des zones de naturalité qui reviennent. Donc en termes de bilan de naturalité, d'espace peu anthropisé, l'Europe a été, est et fortement anthropisée de toute façon, hein, mais on est sur des bilans un petit peu différents, ce qui traduit d'ailleurs le fait que les politiques de conservation, dont je vais parler un peu après, donc ces tentatives d'essayer de lutter contre cette érosion de biodiversité, elles ont aussi leur efficacité. Une efficacité qui est, vous le savez, et je vous le dis tout de suite, très largement insuffisante par rapport à l'ampleur des enjeux, donc la tendance est globalement négative, mais il y a des actions qui portent et des actions qui ont des effets. Alors ces facteurs d'érosion, aujourd'hui, ils sont connus, documentés, quantifiés. Il y a du débat, bien sûr, c'est normal, c'est simple. Mais ce qu'on sait, c'est que la cause première, principale de perte de biodiversité, de perte de formes de vie à l'échelle mondiale, c'est la perte et la fragmentation des habitats. Ce n'est pas aujourd'hui, à l'instant où on parle, le changement climatique qui est la première cause de perte de biodiversité. C'est quelque chose qui, bien sûr, existe, est déjà présent, qui est déjà quantifié, déjà avéré. On commence déjà à avoir des effets sur les dernières décennies des changements climatiques sur un certain nombre d'organismes qui se déplacent, qui voient leurs aires de distribution changer, etc., en réponse au changement climatique. Mais ce n'est pas aujourd'hui la première cause. Ça monte en puissance et ça interagit en synergie avec d'autres forces. Donc la perte et la fragmentation d'habitat, c'est la première cause. La surexploitation directe pour un certain nombre d'espèces, donc les espèces qu'on consomme directement, qu'on les mange, qu'on en fasse des fibres, etc. L'introduction d'espèces qui vont avoir pour certaines d'entre elles un caractère invasif, des espèces qu'on déplace et qui, arrivant dans des nouveaux environnements, souvent des environnements perturbés, anthropisés, etc., eh bien, se mettent à avoir des colonisations importantes et des effets sur d'autres espèces. Et puis les pollutions aussi, là on commence à voir réémerger un thème qui avait existé dans le début des années 70, etc., sur les pollutions, les problèmes de toxicologie, etc., c'est en train de revenir en masse dans les approches touchant à la biodiversité parce qu'on se rend compte qu'on trouve des polluants à l'échelle moléculaire, à l'échelle de micro-débris, voire de macro-débris, partout sur la planète, y compris dans les endroits les moins anthropisés où on pourrait supposer qu'on ne va pas trouver un sac plastique ou un débris chimique, ou un résidu chimique, et bien on les trouve partout. Vous avez tous entendu parler de ces, entre guillemets, continents de déchets dans les plaques Atlantique et Pacifique. Bon, ce n'est pas des continents sur lesquels on peut marcher, mais c'est des densités de déchets qui sont effectivement importantes, et c'est des choses qui sont assez marquantes. Alors, face à ce bilan pas très amusant, pas très reluisant, pourquoi s'embêter à conserver cette biodiversité? Donc, effectivement, en ce qui me concerne, je travaille sur des questions d'écologie et dans un laboratoire qui s'intéresse à ces questions de conservation de biodiversité. Donc, l'écologie, comme l'a dit Jeanne, c'est la science qui étudie les interactions entre les organismes et leur environnement, donc qui essaie de comprendre ces interactions. Et parmi ces applications, le champ de la conservation de la biodiversité essaye de voir comment lutter contre cette érosion de la biodiversité. Toute l'écologie n'a pas vocation à s'intéresser à la conservation. Il y a une écologie fondamentale qui cherche à comprendre comment les choses se font. Alors quand on s'intéresse à cette conservation de biodiversité, on est de fait sur une approche qui va essayer d'être normative, qui va définir des objectifs pour dire, bon, bah, est-ce que cette érosion, on laisse faire? Non, et pourquoi non? Et qu'est-ce qu'on va essayer de mettre en priorité? Donc ça veut dire que, de fait, on mobilise des valeurs. Alors le mot valeur revient ici dans le débat. Il va prendre une tournure un petit peu différente, mais tout à fait complémentaire de ce qui a été abordé, puisque, encore une fois, on n'aborde pas strictement sous l'angle économique. Vous allez voir que le mot valeur, pour nous, en éthique environnementale, il prend une dimension un peu différente, mais je ne suis pas inquiet quant au fait que, y compris dans le champ économique, le mot valeur prenne aussi ces sens-là derrière, même si trop souvent, peut-être, on ne garde que la partie monétaire et la partie opérationnel du mot valeur. Donc en éthique environnementale, globalement, pour faire simple, on va distinguer ce qui va relever de la valeur qu'on pourrait qualifier de intrinsèque ou non instrumentale, de la valeur instrumentale ou extrinsèque. Suivant les auteurs, on trouve des terminologies un peu différentes. Alors la valeur instrumentale ou la valeur donc extrinsèque, on va simplifier et dire que c'est la même chose. Cette valeur instrumentale, je pense qu'on voit tous de quoi il s'agit. C'est tout simplement la valeur qu'on va attribuer à cette biodiversité en fonction
de ce qu'elle nous rapporte en éléments de vie, de bien-être, éventuellement mesuré de manière économique, mais c'est sa valeur qui va toucher beaucoup à son usage. Donc une approche en quelque sorte ressourciste un petit peu par rapport à ces éléments du vivant. On voit ces objets vivants comme des choses qu'on peut utiliser, etc. Et la valeur intrinsèque, elle trouve, on ne va pas rentrer dans le débat, je ne suis pas plus philosophe que je ne suis économiste, mais on trouve une part de ses racines dans les travaux de Kant, par exemple, qui va d'une certaine manière définir la valeur intrinsèque comme quelque chose qui est attribuable à une entité qui a ses propres finalités, ses propres logiques, indépendamment du fait qu'elle puisse avoir aussi de la valeur pour une autre entité, en termes d'instrumentalisation, ce qui veut dire que, bien sûr, un objet peut avoir une valeur intrinsèque et une valeur instrumentale pour d'autres entités. Donc, cette articulation entre valeur intrinsèque et valeur instrumentale, elle est extrêmement présente dans les débats en éthique environnementale. L'éthique environnementale, c'est un champ qui s'est développé dans les années 60, 70, 80, 90, notamment dans la sphère anglo-saxonne, mais qui est aussi présente maintenant à l'échelle internationale, et notamment en France. Et elle structure, ce débat structure des approches qui vont aller d'approches très anthropocentrées, donc pour le coup, dans lesquelles la relation et nos interactions avec le vivant non humain va être centrée sur l'usage qu'on peut en avoir, direct ou indirect, et des approches plus biocentrées, voire écocentrées, qui vont attribuer en fait de la valeur intrinsèque aux êtres vivants, aux espèces, aux communautés, donc au peuplement, aux assemblages d'espèces, aux écosystèmes, dans des approches qui vont prendre plus ou moins en compte leur trajectoire, leur dynamique, leur évolution, etc. On va y revenir. Et bien sûr, on a les débats, la littérature sur ces positionnements anthropocentrés ou non anthropocentrés par rapport à la biodiversité ont été et sont encore extrêmement vifs, parfois assez un peu violents, un peu animés, on va dire, avec des recherches bien sûr de pragmatisme et d'équilibre, disons, on a besoin de tout le monde, et bien sûr cette richesse de point de vue fait qu'in fine on progresse. Donc il est toujours intéressant de voir quels sont les compromis. Mais ce qu'on peut constater, et ça a été un des points de départ des réflexions que je vais aborder, qui sont plus personnelles, si je puis dire, avec Jeanne Lecomte, on a pu constater que, historiquement, je vais faire un petit survol très rapide, on est parti d'approches de protection de la nature ou de conservation de la nature pour elle-même, un peu contemplative, etc. Et on voit réapparaître très fortement et très récemment, notamment via l'approche service écosystémique, un argumentaire anthropocentré qui, ces dernières années, a vraiment immergé et submergé, si je puis dire, l'argumentaire en conservation. Et ça nous a interrogés. Ça a été un peu le point de départ de notre réflexion, de dire mais qu'est-ce qui fait que finalement on n'arrive pas à dépasser cet anthropocentrisme? Est-ce qu'on ne peut s'intéresser à laisser vivre des organismes autour de nous que parce qu'ils nous apportent quelque chose? C'est un peu le point de départ de notre réflexion. Alors, avant d'aller plus loin sur ces approches éthiques et sur ce retour sur l'anthropocentrisme et sur l'anthropocène, ce qu'il faut voir aussi, et je pense qu'un certain nombre d'entre vous en êtes conscients, c'est que les perceptions des relations à la nature et au non-humain sont extrêmement diverses dans les cultures qu'on peut trouver à l'échelle mondiale. Il suffit d'aller voir ce que publie Philippe Descola quand il définit ces typologies d'interaction entre humains et non-humains. Il définit 4 grands types de typologies: le naturalisme, l'animisme, le totémisme, l'analogisme. Je vous passe les détails, ce n'est pas forcément le lieu pour développer ça. Mais globalement, la scission entre l'homme d'un côté et la nature de l'autre, ce qu'il appelle le naturalisme, est une vision effectivement très occidentale, pas mal liée aux religions du livre, on va dire, au sens large, très anthropocentrée, donc qui mettent un peu l'homme au-dessus du panier et puis la nature autour, potentiellement exploitable, maîtrisable et jardinable en quelque sorte. Il y a énormément de groupes humains qui ont développé d'autres types de relations à la nature, dans lesquelles il y a des formes d'égalité, internes ou externes, dans les apparences ou dans les internalités des organismes, qui changent un peu la donne par rapport à ça. Néanmoins, Descola, dans son ouvrage, ne se pose pas la question de la façon dont ces groupes humains sont arrivés à ces résultats-là. Et ça, c'est un élément intéressant, parce que quand on va parler de l'évolution et de la façon dont on interagit avec les non-humains, la question de l'origine de ces interactions, elle reste quand même pas mal posée. Alors, pour revenir sur la vision très occidentale, ce que Descola appellerait le naturalisme, de protection de la nature ou de conservation de la nature, on va le voir. Je fais un tout petit survol parce que vous allez voir que les sujets ne sont pas récents, ça date déjà du 19e siècle et ça a subi quelques évolutions, mais pour autant,
quand on replacera ça à l'échelle de l'histoire du vivant, bien sûr, on est dans une instantanéité totale. Hein. Le fait humain, c'est une microseconde à l'échelle de l'histoire du vivant. Et cette histoire de conservation, c'est la microseconde dans la microseconde, quoi. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'instantané. Donc, à l'échelle occidentale, la perception de la préservation de la nature, on va dire qu'elle émerge avec le mouvement romantique en Allemagne, puis dans la sphère anglo-saxonne, avec un certain nombre de penseurs, de philosophes, d'acteurs de terrain, enfin de naturalistes. On pourrait citer Emerson, Thoreau, John Muir, qui va participer aux États-Unis à l'émergence des parcs nationaux et notamment du parc du Yosemite, qui sont quelque part sur ce mouvement romantique, en fait, qu'il apporte une représentation de la nature, y compris en termes pictural, en termes littérature, éventuellement musicale, etc., dans lequel l'homme est un peu à côté, enfin, est sorti un petit peu de l'élément de paysage, c'est-à-dire que là, on avait toujours des représentations humaines et des paysages anthropisés, ben là, on commence à représenter une nature, pas forcément belle en soi, qui est plus ou moins chaotique, plus ou moins perturbée, mais qui, effectivement, n'apparaît pas, ou n'est pas perçue comme anthropisée. John Muir, il va être donc je vous ai dit, c'est un des acteurs qui va fortement influencer l'émergence des parcs nationaux, et notamment le parc de Yosemite. Il va être très très ami avec un dénommé Gifford Pinchot, si on prononce à la française, ou Pinchot, qui est un Américain, qui va être en fait le premier directeur de l'US Forest Service, qui passe d'ailleurs par l'école de Nancy de Forestery, et qui en rapporte, alors, je dis en rapporte, là c'est totalement abusif, je n'ai jamais eu la preuve qu'il en avait rapporté ça de Nancy, mais c'est un atavisme, j'ai toujours tendance à penser que c'est le cas. Il, en tout cas, va apporter, excusez-moi, une vision, pour le coup, à l'époque nouvelle, qui va consister à dire que pour la gestion de ces forêts va être l'art de produire tout ce que ces forêts peuvent donner au service de l'homme, c'est-à-dire qu'il va apporter cette vision exploitation durable, on n'emploie pas le terme comme ça à l'époque, mais c'est le terme qu'on emploierait aujourd'hui, de ces ressources. Et donc, Pinchot va être au départ tout à fait collègue et copain avec John Muir parce qu'ils vont tous les deux essayer de mettre un frein à des phases de colonisation, d'exploitation à outrance des ressources par les colons américains qui sont en train de traverser pour aller de la côte est à la côte ouest et qui, de manière très très caricaturale, pratiquent une sorte de politique de la terre brûlée. On travaille, on exploite et puis on passe à la zone exploitable suivante. Ils vont être très copains et pourtant ils vont finir par rentrer en conflit pour une raison simple et une raison qui, en fait, aujourd'hui, en 2016, en France, dans un pays comme le nôtre, est tout à fait d'actualité, qui va être la place du pastoralisme et de l'exploitation et de la production et de l'élevage dans les espaces protégés, puisque Muir, lui, souhaite avoir des espaces préservés pour laisser ce qu'on appelle en anglo-saxon, en américain, la wilderness, c'est-à-dire cette nature pensée comme non touché par l'homme, qui a ses propres dynamiques, ses propres logiques. Et Pinchot, lui, dit, bah, on veut une nature qu'on va pouvoir gérer durablement, et donc dans laquelle on doit pouvoir mettre en place des pratiques pastorales, de l'élevage. Le problème, c'est que dans ces espaces-là, ben, il y a aussi des carnivores, il y a aussi des bêtes avec des poils et des grandes dents, et qu'en général, avec le pastoralisme, ça pose quelques problèmes. Et bien, ce conflit entre éleveurs et faune sauvage au sein d'espaces considérés comme protégés pour protéger, on ne parle pas de biodiversité à l'époque, mais protéger de la nature ou de la wilderness dans le terme américain, ce conflit, il existe encore totalement ces jours-ci. Le dossier loup en France en est un exemple absolument central, et on sait toute la difficulté qu'il y a à régler ça de manière sereine. Alors, d'autres approches vont émerger. Au début du XXe siècle, Aldo Leopold, qui lui aussi est un forestier, un écologue, mais qui va être d'abord dans la gestion, mais y compris d'ailleurs la lutte contre ces populations de loups qui posent problème aux États-Unis à l'époque, et qui va prendre conscience des dimensions environnementales, va essayer d'apporter une approche plus holiste, plus englobante de la façon de percevoir l'environnement et de percevoir la nature. Encore une fois, on ne parle pas de biodiversité. Et il va considérer qu'une chose va être bonne, donc il est normatif, quand elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité, la beauté des communautés biotiques, et elle serait mauvaise quand elle tend à l'inverse. Vous voyez, bon, le mot beauté, on est dans une relation sensible à cette nature. La stabilité, donc Jeanne l'a très bien dit, on est encore à l'époque dans une vision des écosystèmes très stables,
dès qu'on les perturbe, c'est un problème, etc. On va voir que les choses vont évoluer. Mais ce qu'apporte Léopold, c'est quand même cette vision globale, englobante et systémique du problème. Alors, plus récemment, on parlera d'écocentrisme, donc pour parler de cette approche à l'échelle des communautés et des écosystèmes. Et un des auteurs qui porte cela très fortement, c'est John Bert Callicott, qui est un des grands noms de l'éthique environnementale, qui, dans ses ouvrages, un ouvrage éthique de la Terre qui a été traduit, dit qu'effectivement, il reprend les termes de Léopold, mais simplement, il rajoute la dimension dynamique de la biodiversité, dynamique écologique, en disant qu'une chose est bonne quand elle tend à perturber la communauté biotique seulement à une échelle spatiale et temporelle normale. Tout est dans le monde normal, c'est pas toujours facile à définir, mais en tout cas, accepter un rythme de perturbation que peut supporter le système. Alors, à côté de ces penseurs ou de ces acteurs de la gestion, quelle est la part de la science dans tout ça? Je fais un diverticule là-dessus parce que ça va quand même nous amener à notre propos plus particulier. Et donc, dans les années 80, aux États-Unis, apparaît donc dans le champ des sciences de la nature ce qu'on appelle la biologie de la conservation. Et qu'est-ce que veut dire la biologie de la conservation? Donc, il y a Michael Soulé, qui est un des grands auteurs de cette biologie de la conservation, qui définit des fondements éthiques pour cette biologie de la conservation. Il nous dit, la diversité des espèces et des communautés biologiques devrait être préservée. Donc ça, c'est à peu près ce dont je vous parle depuis un certain nombre de minutes. L'extinction précoce des populations et des espèces devrait être évitée. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'entendre le mot précoce. Parce que, en fait, la conservation n'a jamais eu vocation, en tout cas telle qu'il l'a définie, et c'est vraiment dans ce champ-là qu'on se place, à empêcher toute extinction dans l'échelle du vivant. Elle a simplement vocation à laisser ces extinctions apparaître au rythme normal de l'évolution. L'extinction fait partie de l'évolution. Depuis les 3,5 milliards d'années d'évolution et de présence du vivant à l'échelle de la planète, il y a beaucoup plus d'organismes et d'espèces qui se sont éteints que ce qui est présent actuellement, même si on est globalement sur un foisonnement de biodiversité. Et il y a des grandes crises d'extinction, l'enjeu étant qu'aujourd'hui, nos activités humaines génèrent ce qu'on quantifie maintenant comme étant cette 6e grande crise d'extinction. La différence avec les précédentes, c'est que là où elles ont toutes des raisons physiques pas toujours quantifiées, pas toujours, comment dirais-je, enfin, qui sont étudiées, des chutes de météorites, des activités volcaniques, des changements climatiques. Là, aujourd'hui, c'est une des espèces parmi les millions d'espèces qui peuplent cette planète qui commence à être la cause d'extinction, de cette 6e crise d'extinction, et en l'occurrence, c'est nous. Donc, il nous dit l'extinction précoce des populations et des espèces doit être évitée. La complexité écologique doit être maintenue. Ça, c'est important, parce que les systèmes écologiques sont des systèmes complexes. L'évolution doit se poursuivre. Je vous demande de retenir ce point, on va y revenir. Et la diversité biologique a une valeur intrinsèque. Effectivement, Michael Soulé considère la valeur intrinsèque de la biodiversité. Alors, Jeanne a très bien parlé tout à l'heure de cette apparition dans le champ de la conservation des services écosystémiques. Donc là, on est en 2005. Ce Millennium Ecosystem Assessment donc, identifie la façon dont, d'un point de vue écologique et d'un point de vue économique, on peut essayer de quantifier les apports de cette biodiversité au bien-être humain. Le but ultime, c'est ici la contribution au bien-être humain. Donc il y a différents grands types de services écosystémiques, des services de production, des services de régulation, etc. Ça va depuis des choses qu'on consomme directement jusqu'à la qualité des sols, la qualité de l'eau, etc., qui sont rendues possibles grâce au vivant. Et donc la façon dont ces pertes de services sont susceptibles d'acquérir les conditions de santé, de sécurité, de fonctionnement économique de nos sociétés. Cette apparition des services écosystémiques a aussi été liée à une mise en perspective des valeurs économiques de la biodiversité. Alors, je vais parler un instant d'économie, mais sous les réserves et le regard des collègues économistes dans cette salle. Donc, ce que nous on perçoit d'un point de vue de l'écologie, c'est que l'économie peut parler de la valeur économique totale, qu'elle définit entre une valeur d'usage, donc des valeurs d'usage direct, ce qu'on va consommer, des valeurs d'usage indirect, les loisirs, l'éducation, la fertilité des sols, etc. Les valeurs d'option, on entend souvent parler à quoi ça sert de conserver la biodiversité. Ça sert à conserver, à trouver le médicament futur qui nous sauvera tous d'ici quelques années. Donc ça, c'est les valeurs d'option. Et puis, on admet dans la valeur économique totale, donc encore toujours du point de vue de l'économie, la valeur de non-usage qui va être définie comme la valeur d'existence. C'est le fait, alors c'est souvent mesuré, alors une confusion peut-être entre valeur et mesure, mais comme le consentement à payer par exemple pour que tel ou tel organisme existe sur la planète. Typiquement,
pour ceux d'entre vous qui prennent l'avion, quand on sort d'un aéroport et qu'on a une sphère à laquelle on peut laisser sa monnaie pour que le panda, l'ours blanc ou autre entité puisse exister à l'autre bout de la planète, c'est typiquement sur la valeur d'existence qu'on fait appel. Il y a souvent une confusion entre valeur d'existence, dans les publications, hein, entre valeur d'existence et valeur intrinsèque. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Le consentement à payer pour que quelque chose existe à l'autre bout de la planète, vous allez peut-être pouvoir verser des euros pour l'ours blanc, le panda ou la girafe. Si je vous dis de laisser quelque chose pour l'acarien qui est dans votre oreiller ou pour l'araignée qui est au fond de votre jardin, je pense que je récolterai un peu moins d'argent. Si vous avez une pensée valeur intrinsèque, si vous considérez que les organismes, les écosystèmes, etc., ont leur propre logique au-delà de vos intérêts, vous attribuez autant de valeur intrinsèque à l'ours blanc, à l'acarien, à l'araignée du fond de votre jardin. Alors, nous, ce qui nous a un petit peu fait réagir au fil des années, on se connaît depuis longtemps et on enseigne, on travaille sur ces questions-là, enfin sur des questions de conservation. Ce qui nous a un petit peu fait réagir, c'est qu'on a vu l'émergence des services écosystémiques dans le paysage de la conservation, et au départ, on a tous sauté un peu là-dessus en se disant c'est un argumentaire pour enfin faire comprendre à nos concitoyens l'importance de la biodiversité et donc à mobiliser la conservation. Et puis on a de plus en plus rapidement entendu des discours où finalement, là où les services écosystémiques étaient quelque part au service de la conservation, eh bien on a demandé à la conservation d'être au service des services en quelque sorte. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais on a vu un retournement de sémantique, et je prendrai un exemple que j'aime souvent citer. En 2010, un colloque d'écologie de la restauration, donc là on travaille sur la restauration des espèces et des écosystèmes, on a vu un collègue européen, enfin de la Commission européenne qui travaille sur les infrastructures vertes, Green Infrastructure, un gros programme européen, nous dire, écoutez les enfants, vous avez restauré des tas d'espèces, d'oiseaux, les petites fleurs, etc. Et puis vous obteniez les services écosystémiques, maintenant c'est terminé, vous allez restaurer les services écosystémiques, et puis vous aurez les oiseaux, les petites fleurs, etc. Ça vous ira bien. On est quelques-uns à avoir fait des bonds sur nos chaises parce qu'on pense qu'effectivement cette relation et cette perception pose un certain nombre de problèmes. En tout cas, ce qui paraît difficilement contournable, c'est ce retour toujours sur notre intérêt anthropocentré. Alors, on a vu également, à partir de 2012, un papier qui est sorti et qui a généré une discussion énorme concernant ce qu'on a appelé la nouvelle conservation, un dénommé Peter Kareva qui dirige une grande ONG qui s'appelle Nature Conservancy, très en lien avec les grandes entreprises, etc., est arrivé avec un argumentaire consistant à dire, bon, écoutez, on a essayé la conservation à la saoulée, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire valeur intrinsèque, laisser faire l'évolution, etc., et on voit que finalement ça continue à s'éroder, ça marche un peu mais pas suffisamment. Il faut travailler avec le champ économique, il faut travailler avec les entreprises, il faut travailler avec tout le monde. On a besoin de tout le monde, et pour ça, eh bien, on propose une nouvelle conservation qui va se centrer uniquement sur les besoins humains, et puis on aura à côté, on va perdre des choses, mais on sauvera bien quelques trucs en plus, et ça devrait permettre, d'une manière pragmatique, d'être efficace. Alors ce débat nouvelle conservation versus ce qui a été sous-entendu comme la vieille conservation, ça vous rappelle peut-être la nouvelle Europe et la vieille Europe, il y a d'une décennie à peu près, quand on parlait de guerre en Irak, on s'est retrouvé un petit peu dans ce genre de débat, et ça a fait couler pas mal d'encre. Alors, à partir de là, j'ai été très long, mais j'aborde quand même le cœur de notre sujet, à savoir pourquoi cet anthropocentrisme semble indépassable. Pourquoi est-ce que quand je dis vous, excusez-moi, je vous prends à témoin, mais quand on parle en dehors de nos sphères de biodiversité, il semblerait que, enfin en tout cas on n'arrête pas de nous dire que si on ne parle pas des intérêts de nos concitoyens par rapport à la biodiversité, ça ne marche pas. Laisser faire d'autres formes de vie autour de nous en dehors de ce qui nous intéresse semble indépassable. Il nous semble que pour apporter des éléments de réflexion, de discussion, il faut voir un peu d'où on vient, ce qu'on est, nous, êtres vivants, avec les non-humains, à l'échelle de cette planète. Et pour ça, il faut regarder ce qui se passe en termes d'évolution. On est issu d'une histoire évolutive, et cette histoire évolutive, elle nous permet peut-être d'apporter des éléments de contexte par rapport à ces inerties dans nos trajectoires et à ces façons de percevoir les non-humains. Alors, incontestablement, en l'état actuel des connaissances, soyons prudents,
Nous faisons partie de l'arbre du vivant, nous sommes une des branches, une petite branche, assez récente, très très récente, et quand on regarde, j'aurais pu vous projeter ce buisson du vivant actuel, vous verrez que les êtres multicellulaires et un peu organisés, notamment animaux et un peu comme nous, sont vraiment un tout petit morceau de ce buisson du vivant, et un bourgeonnement récent, mais quel que soit le type d'organisme auquel on a affaire, qu'on soit depuis la bactérie jusqu'à nous, en passant par tout le reste, eh bien, on a quelques grandes lois du vivant qui génèrent cette histoire évolutive. Et un des processus centraux de cette histoire évolutive, c'est ce qu'on appelle la valeur adaptative. Encore un mot valeur qui traîne là. Et la valeur adaptative, en anglais, c'est ce qu'on appelle la fitness, mais si je vous parle de fitness, vous allez penser à des choses un peu différentes. Donc, cette valeur adaptative, en fait, de quoi on parle? On parle tout simplement de la façon dont les organismes ont des capacités à survivre et à se reproduire et à transmettre génération par génération une information à support génétique qui va faire que ceux qui transmettent un peu mieux que les autres, ou un peu moins mal, ou par chance, ou par qualité particulière, transmettent un peu plus cette information génétique, et bien cette information est dupliquée de manière un peu plus importante, et elle va se maintenir un certain temps dans les systèmes, elle va éventuellement envahir certains systèmes, elle va se transformer par mutation, par dérive, etc. Je ne vais pas vous faire un cours de génétique, mais on va avoir ces transformations. Et donc, on va avoir d'un côté ces individus, ce qu'on nous sommes nous en l'occurrence, mais tout le reste du vivant aussi, qui sont porteurs d'informations génétiques, avec donc un flux d'informations transmis de génération en génération, et des individus qui sont, dans notre jargon de sciences du vivant, des phénotypes. Hein. Nous sommes l'expression de ces informations génétiques. Alors, pas au sens programme génétique que nos amis molécularistes ont encore un peu de mal à dépasser, à savoir, tout sera inscrit dans les gènes, etc. Non, c'est pas à vous que je vais dire que c'est pas le cas, je pense que vous en êtes tous convaincus, mais c'est quand même un peu le cas, quand même. Il y a une part génétique dans ce qu'on est, incontestable, mais il y a une part de potentialité d'expression, et tous les travaux sur ce qu'on appelle l'épigénétique actuellement, qui prennent la part de l'environnement dans l'expression des gènes, montrent bien la complexité de cette expression. Mais nous, individus, nos phénotypes, ce qu'on touche là, ce qu'on voit, nous sommes l'expression de ces gènes dans des environnements particuliers. Et puis le développement de ce que nous sommes en tant qu'individus, depuis la naissance jusqu'à la mort, eh bien, subit ces événements environnementaux et ces événements culturels et ces événements d'éducation, bien sûr, qui existent dans de nombreuses espèces, pas que chez nous. Hein, la culture et le langage et l'échange d'informations non génétiques, ça existe chez des tas d'organismes, mais bien sûr, ça prend des formes extraordinaires chez nous. Et cette valeur sélective, cette valeur adaptative, qu'on emploie aussi valeur sélective, mais le mot peut prêter à confusion, donc on va parler de valeur adaptative, elle va être confrontée aux interactions de compétition, de prédation, de parasitisme, donc des choses plutôt négatives, mais aussi à la coopération, de l'émergence d'altruisme, etc. C'est des choses qui, évolutivement, peuvent émerger sur cette base-là. Il n'y a pas du tout de problème par rapport à ça. Et puis, cette évolution, elle subit aussi, dans l'histoire du vivant, des grandes étapes. Le passage, typiquement, de l'unicellularité à la multicellularité, la colonialité, le passage du langage porteur d'informations, etc. C'est ce qu'on appelle, ce que Maynard Smith a appelé des transitions évolutives majeures, donc des grandes étapes dans l'histoire de l'évolution. Dans le cas humain, et là on va commencer à mettre des points d'interrogation un peu partout dans notre propos, on va être de plus en plus sur des hypothèses. Dans le cas humain, bien sûr, tout ce que je vous raconte là, vous dites, bon, il est bien gentil, c'est un biologiste, mais on est quand même un peu plus compliqué que ça. Effectivement, est-ce qu'au quotidien, notre comportement résulte de ces questions de valeur adaptative? Je pense qu'une partie de nos comportements résulte de ces choses-là, mais beaucoup d'autres choses au quotidien semblent peu lié à ces questions-là. Est-ce que ce qu'on est en train de faire autour de cette table, c'est directement quelque chose qui va changer notre valeur adaptative? Peut-être que si on trouve les solutions pour sauver le monde, ça va peut-être sauver notre valeur adaptative, mais pas certain que ce soit immédiatement le cas. Et puis beaucoup de choses qu'on fait en dehors de ça nous semblent être quand même liées à ce qui nous intéresse en termes phénotypiques, avec une certaine instantanéité. Et donc, une des propositions qu'on fait, c'est que l'évolution de nos capacités cognitives, de nos développement culturel, de nos liens sociaux, etc., a permis à la fois d'avoir des effets sur notre environnement au sens de l'aménagement de ces environnements, ce qu'en écologie on commence à appeler maintenant de la construction de niches. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement le fait que certains organismes, pas que les humains, aménagent leur environnement
Hein, typiquement, si je vous prends l'exemple du castor, vous voyez tout de suite de quoi je parle. Le castor, il construit des choses, il mobilise des choses, etc. Il aménage son environnement, c'est le cas de termites, c'est le cas d'énormément d'espèces, et il modifie ses conditions environnementales pour lui-même, pour d'autres aussi, de fait. Et ces conditions environnementales modifiées améliorent sa valeur adaptative. Donc, en construisant ces environnements, en modifiant ces environnements, en étant moins sujet aux perturbations dues à la compétition avec d'autres espèces, à la prédation avec d'autres espèces, aux parasites, aux maladies, etc., on augmente nos capacités de vie, de survie, de reproduction, mais aussi nos capacités à utiliser nos fonctions qui ont été développées sur une base adaptative pour favoriser le bien-être de nos phénotypes au-delà de l'intérêt de notre valeur sélective. Autrement dit, le phénotype, ici, en ce qui nous concerne, nous permet de travailler de plus en plus, nous permet de travailler à notre bien-être au-delà des besoins de la valeur sélective. Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme perspective d'interaction entre vivants et entre humains et non-humains, sachant que le reste de la biodiversité fonctionne sur cette base de valeur adaptative, on est en train de l'éroder fortement, et nous consacrons de plus en plus d'énergie, il nous semble, à satisfaire des besoins immédiats de nos phénotypes, parfois en pénalisant notre propre valeur adaptative, parfois en la favorisant, hein, tous les débats sur la façon de... sur les discussions sur les prothèses, etc., donc sur l'extension de nos capacités phénotypiques est un élément important. Donc ça pose des questions sur ces conséquences-là. Donc, au niveau de ces interactions entre humains et non-humains, qu'est-ce qui se met en place actuellement et qu'est-ce qui peut se mettre en place? D'un côté, est-ce qu'on nie complètement ces enjeux de conservation? Est-ce qu'on considère que ce qui intéresse nos sociétés, c'est ce qui se passe au sein de nos sociétés, entre nous humains, le reste n'ayant qu'à suivre? Et dans ce cas-là, il est clair qu'on est sur ce que nous on appellerait un anthropocène aveugle, c'est-à-dire qu'on ne prend pas conscience qu'il y a d'autres formes de vie à l'échelle de la planète. Et dans ce cas-là, on nie les enjeux de conservation, on nie même les enjeux de gestion durable des services écosystémiques. Ou bien est-ce qu'on veut favoriser ce qu'on appelle les générations futures? Alors si on parle uniquement de générations futures au sens croître et multiplier, et poursuivre cette croissance et multiplication des générations futures, on est clairement sur une lecture strictement valeur adaptative. Alors là, c'est tout à fait lisible, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va favoriser les services écosystémiques qui sont strictement liés de manière durable à la production alimentaire, à un certain nombre de services, peut-être des médicaments, etc. Est-ce qu'on veut, au contraire, satisfaire nos bien-être immédiats, c'est-à-dire se faire du bien ici et maintenant, sans forcément penser aux générations futures? Dans ce cas-là, on va peut-être penser à des services écosystémiques liés au bien-être, au plaisir, à la culture, au paysage, à la belle wilderness sympa qui nous fait du bien quand on part en voyage, etc. Est-ce qu'on veut combiner ces deux éléments-là? Est-ce qu'on veut permettre le bien-être des générations futures, c'est-à-dire avoir une possibilité de poursuite démographique des populations et d'avoir leurs éléments de bien-être, donc ça veut dire une combinaison, une gestion durable des services écosystémiques. Ces trois scénarios, dans tous les cas, restent des scénarios d'anthropocène. On est sur une domestication du monde pour notre bien-être ou pour notre valeur sélective, à court terme ou à long terme, mais on ne considère toujours pas les autres éléments du vivant comme ayant leur mot à dire dans le système en quelque sorte. Et donc on est sur des approches qui restent strictement anthropocentrées. Donc la question qu'on pose, c'est est-ce qu'il est possible d'envisager ce que nous on appelle un scénario évocentré, qui n'est pas strictement écocentré, mais évocentré. Pourquoi évocentré? Qui consisterait à essayer de dire, certes, nous avons un enjeu pour le maintien d'une certaine capacité à avoir des générations futures et du bien-être de ces générations futures, maintenant et dans le futur. Donc on a besoin de prendre en compte ces services écosystémiques de manière durable, etc. On n'est pas du tout dans la négation de ça. Mais est-ce qu'on peut essayer de rendre ça compatible avec, en quelque sorte, un maintien, et j'ai employé un nouveau mot, des libertés des formes de vie qui nous entourent, dans leur capacité à se maintenir et surtout à poursuivre leur trajectoire évolutive au-delà de nos intérêts immédiats ou futurs? Est-ce que l'avenir des autres formes de vie ne dépend que de notre bon vouloir, ou est-ce qu'on admet qu'on partage, en quelque sorte, la planète avec ces formes de vie? En quelque sorte, est-ce qu'on comprend enfin qu'on est colocataire de cette planète et pas propriétaire?
Alors, cette approche évocentrée, elle traduit de fait une tentative, une réflexion sur un dépassement de l'anthropocène. Parce qu'on n'est plus à dire la planète est de fait, maintenant qu'on a gagné la course, on gère la planète et elle est anthropocénisée, si je puis dire, enfin anthropisée, donc pilotée par l'anthropocène, mais est-ce qu'on admet de laisser ce degré de liberté là? Alors, le problème que ça pose, c'est que le scénario le moins responsable, entre guillemets, celui qui consiste à dire on se fiche du reste, on fonce dans le tas maintenant et qui serait cet anthropocène aveugle, c'est celui qui demande le moins de changement, je n'ai pas besoin de vous le dire, hein. C'est celui qui demande le moins d'efforts. Aujourd'hui, il est en route, il est bien en route, il est même peut-être en train de s'accélérer. Donc en termes évolutifs, c'est celui qui a le plus d'impact, mais qui demande le moins de transition évolutive. Et à l'inverse, le scénario évocentré qui consiste à dire au quotidien comment est-ce qu'on trouve les compromis pour laisser vivre d'autres formes de vie autour de nous, au-delà de nos propres intérêts, parfois en trouvant les compromis pour que nos propres intérêts ne soient pas totalement passés derrière, bien évidemment. Hein. Eh bien, ce scénario-là, c'est celui qui potentiellement cherche à avoir le moins d'impact évolutif. Donc, il cherche à avoir les impacts les plus faibles, mais c'est celui qui demande peut-être, c'est le point d'interrogation qui nous inquiète un peu, la plus grande transition évolutive. Parce que c'est ce qui nous amène à sortir de cette dynamique darwinienne. Voilà. Alors, d'un point de vue opérationnel, bioéconomie, etc., ça pose des tas de questions qu'on peut éventuellement aborder dans le question. Voilà, c'était très long. Merci François. Merci bien. Ce que je vous propose, je voudrais faire toujours une reprise un petit peu de tout ce qui s'est dit, pour mettre en perspective un petit peu, ensuite ouvrir la discussion. Mais comme on doit s'arrêter dans 50 minutes, en fait, je vous propose de continuer les discussions plus tard dans le forum, parce qu'on bistrot est à côté pour ceux qui tiennent à y participer. Merci beaucoup à vous trois. J'ai oublié de préciser, je vous demande pardon, qu'Antoine Mismer ne pouvait pas se libérer cet après-midi, mais il est tout à fait partant pour continuer ces discussions. Donc, et c'est très important, parce qu'Antoine Mismer est un grec, lui, c'est un connaisseur de l'histoire. Alors, assez clairement, j'avouerai que je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, donc je vais en parler de manière un petit peu externe, parce qu'en fait, nous sommes, dans mon laboratoire, un petit peu dans le tien aussi, on est entouré de collègues qui sont aux interfaces plus fortement que nous sur les aspects sciences humaines. Bon, notamment au Muséum national d'histoire naturelle, et tout un tas de collègues dans le département dans lequel je me trouve qui sont sur ce type d'interaction et sur la compréhension des savoirs locaux, etc. En tout cas, c'est des émergences qui sont actuellement très très fortes dans le champ des questions de gestion, de conservation de biodiversité, avec quand même des cultures scientifiques pour le coup différentes qui font qu'on est aussi encore, dans beaucoup de situations, en phase d'apprentissage entre les écologues d'un côté qui viennent des sciences de la nature, alors qui passent pour les sciences molles des sciences dures et les sciences dures des sciences molles. Enfin, bon, moi j'ai horreur de cette terminologie-là, mais ça continue de générer parfois des malentendus, des difficultés d'interaction. Donc il y a cette phase d'apprentissage qui est forte, et on constate quand on essaye de travailler ensemble sur cette prise en compte des savoirs locaux, etc., qu'il y a effectivement des potentialités énormes, avec malgré tout aussi, alors sur cet enjeu, je vais peut-être dévier un peu de votre question, donc vous m'en pardonnerez, mais un enjeu fort aussi sur la façon dont ces savoirs locaux, ces perceptions locales, etc., sont maintenues, utilisées, etc., elle pose aussi parfois la question de la référence qu'on vise quand on cherche à essayer de, pour nous, stopper cette érosion de biodiversité, etc. Et un des éléments qui n'est pas simple à gérer, c'est que, je vais encore une fois caricaturer peut-être le propos, mais on est parfois un petit peu sur l'idée du « c'était mieux avant », c'est-à-dire ce qui a été mis en place, ce qui a perduré pendant un certain temps, etc., c'était le bon système, et les systèmes nouveaux sont nécessairement problématiques. Les référentiels qu'on a sur les usages locaux et les interactions de biodiversité, etc., ils sont souvent, finalement, sur des temps assez courts, enfin courts au sens historique, et encore une fois, à l'échelle du vivant, c'est la microfonde, hein, c'est-à-dire qu'on est souvent sur un référentiel à l'échelle des dernières décennies, dernier siècle et demi, etc. Et
on constate, notamment en France, que cette vision d'une fin de XXe siècle, fin de XIXe siècle, début du XXe siècle, etc., sur un certain nombre de pratiques, d'usages, d'interaction avec la nature, est souvent fantasmée comme une période idéale, un monde idéal dans lequel, bien sûr, il n'y avait pas tous les intrants actuels, il n'y avait pas toute la machinisation, etc. Et ça nous pose parfois, quand on part sur les dynamiques du vivant, etc., on se rend compte que c'était aussi une période où beaucoup de choses se passaient, pas forcément dans le meilleur des mondes. Mais ce n'est pas du tout une critique du propos, simplement que ces questions-là commencent à être abordées avec beaucoup de difficultés sémantiques, etc. Je voulais juste insister par rapport à l'exemple que vous avez pris, qui est un exemple parmi tant d'autres. En fait, le message qu'on essaye de faire passer, c'est qu'il faut mettre en place des relations, je vais prendre ce terme, des relations avec le vivant qui permettent qui lui permettent de se renouveler. Hein. Et donc ça peut passer, dans le cadre que vous avez donné, sur essayer de permettre de renouer des relations entre espèces en réintroduisant certaines espèces qui ne sont plus présentes de par les activités qui ont pu être largement destructrices et qui, d'une certaine manière, permettent au système écologique de se renouveler. Voilà. Du point de vue de l'écologue, ce que vous avez, la première question qui a été posée sur le non-agir, en fait, elle rejoint pour nous tous les débats sur la place qu'on laisse à ce qu'on appelle, nous, la naturalité, ou le terme sauvageté a été employé, même a été créé pour ça. C'est-à-dire, en fait, et par rapport au débat qu'on a essayé de lancer là, une des conclusions, je dirais presque pratiques de ces enjeux de laisser de la place au vivant et de laisser la place aux trajectoires évolutives du vivant, c'est tout simplement de renverser la question perpétuelle qu'on nous pose à nous, qui est pourquoi conserver la biodiversité ou pourquoi conserver ça plutôt que ça. C'est plutôt de renverser la question et de dire mais pourquoi on accepte de détruire tel ou tel élément de biodiversité. Ça peut arriver qu'on définisse et qu'on dise finalement on veut détruire effectivement cet élément de biodiversité parce qu'il pose problème. Les débats sur les moustiques vecteurs de paludisme, etc., même si on doit penser aux conséquences de l'élimination de ce moustique et son remplacement par des tas d'autres. La question de laisser vivre et de laisser faire, elle est très présente. Et actuellement, dans les politiques publiques de gestion de biodiversité, le simple fait de parler de gestion de biodiversité pose des tas de questions, parce qu'en permanence, dire à un gestionnaire « laissez faire », arrêtez de toucher à quelque chose. Les éléments vivants qui sont là ne demandent qu'à une chose, c'est à vivre, à se déplacer, à bouger, à faire des choses, à croître et se reproduire, et puis à parfois s'éteindre parce qu'ils ne peuvent pas faire mieux, etc. Laisser faire, c'est quelque chose qui, dans un certain nombre de cercles, pose problème, et pose... moi j'ai vu discuter avec des collègues de l'INRA qui disent « mais comment on peut dire à un politique qu'on ne va pas... de non gérer quelque chose ?» C'est un vrai souci. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une place pour ça. Et ça rejoint, tout à l'heure, quand on parlait de protection de la wilderness, de la nature sauvage prétendument intouchée, etc., on n'arrête pas de nous dire, laissez tomber, il n'y en a plus, ça n'existe pas. Enfin, il y en a encore un petit peu, mais elle est tellement marginale que si on s'intéresse à la biodiversité uniquement par cette wilderness, on n'a plus rien à sauver. Effectivement, aujourd'hui, la question n'est plus tellement de la wilderness. Il faut préserver cette wilderness là où elle est encore, mais partout ailleurs où on peut, c'est ce que les anglo-saxons appellent la wildness, donc cette spontanéité, cette naturalité qu'il faut sauver. Et ça, c'est vrai aussi à votre pied de porte, et c'est pour ça que j'en parlais. Alors, sur ce point-là de l'observation, je rejoins absolument ce qui a été dit sur regarder loin pour voir ce qui est prêt. Il existe une image, mais de point de vue très très concret, très très pratique, ça peut vous concerner, et particulièrement dans cet espace Seine-Saint-Denis, etc., puisque ça a été un des domaines, un des espaces moteurs là-dessus. Au sein de notre laboratoire et dans d'autres laboratoires nationaux, se développent des programmes de ce qu'on appelle de sciences participatives, d'observation de biodiversité, en l'occurrence des sciences participatives dédiées à l'observation de la biodiversité, qui consistent pour des citoyens non avertis et pas nécessairement spécialistes, mais qui peuvent se former, encore une fois, sous des outils numériques, etc., à recenser, observer, rentrer leurs données, etc. Et on a des collègues en labo qui sont spécialisés sur l'exploitation de ces données, l'utilisation et la perception qu'on a des dynamiques de biodiversité. Et ça, j'ai ma collègue de bureau à 1,50 m de moi tous les jours qui travaille sur ce qu'elle appelle les sauvages de Maru. Ces sauvages de Maru, c'est des petites plantes qui maintenant poussent un petit peu partout parce qu'on cesse d'utiliser les pesticides dans un certain nombre de communes. Je ne sais pas si c'est le cas sur Saint-Denis, mais j'imagine. Et cette suivi de biodiversité qui essaye de se faire une place, y compris dans nos villes, dans nos espaces les plus urbains, ça fait partie de cette naturalité, de cette spontanéité, et c'est tout à fait dans notre esprit
très pragmatiquement dans la place laissée à cette approche évocentrée de la biodiversité. Pour ce qui concerne les aspects médiation par des formes, alors vidéo je ne pourrais pas en parler, mais on a des collègues aussi qui travaillent sur la médiation par l'art, notamment on a une collègue qui travaille sur des liens avec la médiation des enjeux de biodiversité par la danse, etc. Il y a des travaux, et cette collègue travaille, elle développe un champ qui là aussi est connecté à des collègues américains, sur ce qu'on appelle la psychologie de la conservation, c'est-à-dire quels sont les ressorts, entre guillemets, en termes psychologiques qui font que des décisions ou des attentions sont portées à tel élément de biodiversité. Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Est-ce que le débat éthique suffit à lui-même? Est-ce que éclairer, ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure sur ces motivations éthiques, est-ce que ça suffit à faire bouger? Dans un certain nombre de situations, c'est clairement pas le cas. Il y a d'autres types de motivations qui doivent être apportées. Et par rapport à l'aspect connexion avec Raphaël Larère et Catherine Larère, donc sociologue d'un côté et philosophe de l'autre. Donc Catherine a été une des porteuses de l'émergence de l'éthique environnementale en France. On est effectivement en contact avec eux. On était encore en colloque au mois de décembre, un colloque éthique et biodiversité à la Sorbonne. Et ils ont été parmi les premiers relecteurs de nos cogitations avec Jeanne dans nos versions de documents de travail. Et effectivement, je pense qu'ils sont un petit peu émoustillés par l'apport de la dimension évolutive dans ces débats, parce qu'effectivement, en éthique environnementale, la place de l'évolution, elle n'a pas toujours été perçue, ou parfois elle a été mal perçue. Et le fait qu'au final, on présente cette approche évolutive comme donnant un éclairage sur l'ampleur du challenge, mais surtout comme posant le postulat ou l'hypothèse que ce regard vers le reste du vivant et vers le laisser vivre le reste du vivant n'est pas un retour en arrière, n'est pas, encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'était mieux avant et d'autres ont su le faire avant. Non, c'est probablement une nouveauté totale à l'échelle de l'histoire du vivant qu'un organisme soit capable de penser le reste du vivant au-delà de ses intérêts, au-delà des mutualismes et des symbioses qui lui sont à un moment bénéfiques. Poser ces questions-là, c'est quelque chose qui, je pense, les questionne et les intéresse. Enfin, et on a des interactions très constructives avec eux de ce point de vue-là. Merci.